Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Forum, les rencontres de l'emploi et du recrutement 2023, organisé par la communauté de communes Pays des Sorgues Mont de Vaucluse, ainsi que les partenaires suivants, Pôle emploi, la mission locale, la Clé des Champs, Initiative Terre de Vaucluse, mais également Luberon-Sorgues Entreprendre. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en ce jeudi 9 mars en direct de la salle des fêtes de l'Isle-sur-la-Sorgue et nous allons échanger avec des demandeurs d'emploi, des entreprises locales et des acteurs du développement économique. Donc nous allons accueillir différents invités et échanger avec eux. Restez avec nous jusqu'à 17 h. Nous allons commencer tout de suite par présenter notre premier invité. Effectivement, merci Alice. Pour l'ouverture, nous allons accueillir Monsieur Florian Jacquet, vice-président de la communauté de communes Pays des Sorgues Mont de Vaucluse, pour nous en dire davantage sur les rencontres de l'emploi et du recrutement 2023. Bonjour Monsieur Jacquet. Bonjour Souka, bonjour Alice. Comment allez-vous ? Très bien, écoutez, d'autant plus que manifestement c'est un succès derrière moi, j'imagine qu'on le voit à l'écran, donc je vais d'autant mieux depuis quelques minutes. Parfait, nous allons du coup commencer les questions. Première, pouvez-vous nous présenter les RER 2023 ? Alors les RER pour rencontre de l'emploi et du recrutement en 2023 ont été profondément revisités, revus. On a un nouveau format qui est largement plus ambitieux que ce qui avait été le cas les années précédentes, mais on va y revenir. Sur la partie forum, donc qui est aujourd'hui et qui se tient à l'Isle-sur-la-Sorgue à la salle des fêtes, on a complètement réexaminé l'organisation de manière à ce qu'il y ait une interactivité réelle, et c'est pas uniquement des mots, entre les demandeurs d'emploi et les entreprises qui sont à la recherche de profils, de manière à ce que les échanges se fassent plus facilement, les rencontres se fassent de manière plus aisée, plus fluide. Et j'espère qu'on aura atteint l'objectif. En tout cas, c'était notre volonté. Et quelle est sa thématique principale ? Alors, vous savez qu'on a inversé le paradigme depuis 2 ou 3 ans. Là où on avait un taux de chômage important qui mettait les demandeurs d'emploi dans une situation un peu de faiblesse par rapport aux entreprises qui, elles, proposaient des offres. On est aujourd'hui dans une logique qui est complètement inversée, avec des entreprises qui ont du mal à trouver les profils correspondant aux besoins pour leur activité, et donc des demandeurs d'emploi qui sont passés en position de force et qui ont une capacité à être plus précis, plus exigeants sur leur futur métier. Ça nous a obligés, nous, à repenser effectivement le dispositif de manière à inciter les entreprises à changer leur mode de recrutement et offrir aux demandeurs d'emploi davantage d'informations pour pouvoir effectivement se positionner avec plus de précision sur les emplois qui pourraient les intéresser. Et que va-t-il se passer sur la durée de l'événement ? Alors, contrairement aux années précédentes, on avait uniquement une après-midi forum avec des rencontres entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Cette année, on a une quinzaine de jours d'opérations avec des ateliers pour les demandeurs d'emploi. Il y a eu 3 ateliers dans 3 des villes de l'intercommunalité cette semaine. Un atelier pour les entreprises de manière à les orienter sur des nouvelles modalités de recrutement, justement pour trouver les profils qui les intéressent. Et puis à la suite de ces rencontres, on va organiser des visites d'entreprise de manière à ce que les demandeurs d'emploi puissent in situ constater ce que seront leurs futures conditions de travail s'ils doivent accéder à cette demande. C'est vraiment dans cette innovation qu'on a orienté les rencontres de cette année, de manière à, là encore, faciliter cette rencontre et permettre aux entreprises de trouver les profils intéressants pour que notre territoire puisse se développer d'un point de vue économique. Donc c'est ce que vous attendez de ce forum aujourd'hui ? Alors ce qu'on attend du forum et des rencontres dans leur globalité, c'est effectivement cette rencontre facilitée et de se mettre en mesure, les employeurs et les demandeurs d'emploi, de trouver des terrains d'entente et finalement de répondre aux attentes des uns et des autres. C'est un peu plus complexe cette année, mais c'est un nouveau challenge et on s'en félicite. En tout cas, merci à vous, Monsieur Jacquet, d'avoir répondu à ces questions, d'être présent sur notre plateau. Et nous allons poursuivre cette émission pour explorer les évolutions dans ce nouveau contexte. Et nous allons passer à la suite avec Alice. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'il nous faut inventer de nouvelles manières de travailler ensemble, votre forum évolue en 2023. Rejoignez-nous pour ces premières rencontres de l'emploi et du recrutement.
Tout d'abord parce qu'on ne peut pas se plaindre d'avoir des difficultés de recruter et de ne pas faire les efforts nécessaires pour rencontrer les gens ou se mettre aussi à la disposition des candidats, de se faire connaître. C'est important pour nous d'être présents localement sur notre territoire, montrer que notre entreprise existe, ce qu'elle fait. Pour rencontrer des candidats mais aussi des entreprises comme les nôtres. Présenter aussi notre métier, je pense qu'on a une idée un peu faussée des fois du nettoyage. Il n'y a pas que des agents d'entretien, il y a des chefs d'équipe, il y a des agents administratifs. Les 2 dernières éditions, on a recruté des personnes en interne sur le forum. Ça coulait pas de source, mais grâce à l'ouverture de se trouver sur un forum, de présenter l'entreprise, eh ben, les gens se présentent, ils présentent leurs compétences et nous on les fait matcher avec ce dont on a besoin. Pour vous faire connaître notre secteur d'activité et puis également de quelle manière nous nous sommes adaptés à ces changements. Nous continuons ce live des rencontres de l'emploi et du recrutement et pour ça nous accueillons 2 invités. Donc Anne-Lise Bénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse, spécialisée dans l'observation territoriale et socio-économique. Et nous accueillons également Madame Élodie Sarfati, bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante de l'agence Pipoline. Donc, bienvenue à vous. Nous allons tout au long de l'émission explorer ensemble la question de l'évolution du marché de l'emploi dans le contexte actuel qui est caractérisé par 3 facteurs. Donc, nous avons le cas de la période post-Covid qui a impacté le marché de l'emploi. Nous sommes également dans un contexte de crise écologique et nous vivons également une augmentation des coûts, notamment celui du carburant et des matières premières. Donc, ces différents éléments ont un impact sur notre rapport au travail et sur le fonctionnement des entreprises aussi. Donc nous allons prendre le temps d'essayer d'analyser l'impact de ce nouveau contexte sur l'emploi et sur le recrutement. Avec vous, Anne-Lise et Élodie, nous allons tout d'abord nous intéresser aux évolutions du côté des candidats et des personnes en recherche d'emploi. Donc on ressent qu'il y a des changements dans leurs attentes à ces candidats et dans leurs attitudes aussi. Et donc c'est intéressant de pouvoir analyser ce phénomène un petit peu plus en détail. Donc Anne-Lise, en 2021, vous avez réalisé une étude sur le nouveau rapport au travail dans la période de l'après-Covid. Et vous vous êtes intéressée en particulier à l'évolution de l'espace de travail. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté comme changement dans la société en général sur votre rapport à l'emploi, sur notre rapport à l'emploi ? Oui, alors tout d'abord peut-être pour reposer un contexte global, bien se rappeler qu'on est donc dans une évolution qui est totalement différente de ce qu'on avait pu voir sur les années précédentes avec un taux de chômage qui est en recul, vous l'avez sûrement dit, mais on est tombé finalement au-dessous des 10% là sur la fin 2021 en Vaucluse. On a à l'inverse un taux d'emploi non pourvu qui est en hausse avec bien évidemment des grosses différences selon les filières avec notamment le tertiaire non marchand qui a des difficultés énormes de recrutement et donc on s'est intéressé à se dire finalement comment les candidats, comment les actifs se positionnent aujourd'hui sur ce sujet. Donc on a aussi regardé un petit peu, fait un benchmark de toutes les enquêtes nationales, donc je vais commencer un peu là-dessus avant de se focaliser vraiment sur le Vaucluse. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment des salariés en quête de sens, c'est-à-dire que toutes les enquêtes nationales font aujourd'hui état d'une vraie montée en croissance des risques psychiques avec l'émergence de nouveaux risques. On avait déjà entendu parler de la dépression, du burn-out, mais aujourd'hui on va avoir le bore-out, l'éco-anxiété qui vont se rajouter finalement à tous ces phénomènes. Au-delà de ça, on a le télétravail, on l'a vu, qui a été très largement répandu, qui a perduré finalement après le Covid. Et donc ce télétravail, il a été vu vraiment positivement au début avec un sentiment de liberté, d'autonomie, de responsabilité. Donc ça a été vraiment finalement des points positifs et puis au fur et à mesure de sa mise en place, il a été suivi par une perte de sens du collectif, par un isolement tout simplement du fait qu'on n'est plus dans les bureaux aujourd'hui. Et puis en parallèle, on a aussi un besoin beaucoup plus fort de la part des salariés d'exercer une activité qui fasse sens et de vraiment se dire que son travail, il a une valeur et qu'on est utile. Au-delà de ça, il y a aussi un petit peu l'avenir, comment les gens se projettent aujourd'hui dans l'avenir. On a vraiment eu une forte évolution et cette quête de sens, finalement, elle va avec une absence d'avenir face à l'urgence climatique, mais aussi à tout ce contexte géopolitique mondial qui est devenu de plus en plus incertain. Et cette réduction de l'horizon, elle va favoriser finalement le moment présent, se dire je vis au maximum aujourd'hui tel que ça peut se passer et avec un vrai besoin d'équilibre entre vie perso
et vie professionnelle, mais aussi une montée en puissance de l'individualisme, c'est-à-dire qu'on va avoir une envie finalement de réduire nos temps de présence en entreprise et puis aussi d'avoir finalement un travail avec une certaine rémunération, mais qui ne demande pas toujours de fortes besoins d'être présent dans l'entreprise sur de grandes plages horaires. Merci. Donc ça, c'est ce que vous constatez en général dans la société en France pour les candidats et demandeurs d'emploi. Et qu'est-ce que vous avez remarqué en particulier dans le Vaucluse ? Oui, alors on a mené en 2021 une enquête sur l'ensemble des actifs du Vaucluse pour un petit peu s'interroger si finalement ce qui était constaté au niveau national, on le retrouvait au niveau local ou si on avait des spécificités. Donc bien évidemment, les grandes lignes directrices qu'on a énoncées précédemment, dont notamment tous les syndromes d'épuisement professionnel, on va les retrouver aussi chez nos actifs vauclusiens, puisqu'ils ont été près d'1 sur 2 à nous dire qu'ils avaient déjà été touchés par le stress. Et là, on va retrouver des distinctions avec notamment des cadres et des femmes qui sont beaucoup plus concernés par cette problématique. Le point positif, c'est qu'on a des Vauclusiens qui ont une vision très positive du travail, puisqu'on en a près de 9 sur 10 qui nous ont dit qu'ils étaient fiers de leur travail. Toujours de la même manière, on a une positivité un peu moindre chez les cadres qui, eux, étaient plutôt aux alentours de 70% à nous dire avoir cette vision très positive de leur travail. Et puis enfin, on a une motivation, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau national, qui passe de plus en plus par le besoin de sens, d'intérêt, même si la rémunération reste toujours le facteur premier en matière de motivation finalement des salariés. Si on regarde un petit peu aux évolutions qu'il y a eu avec le Covid et avec le télétravail, on a vraiment donc ce télétravail qui a bouleversé les modes de vie actuels. On a un travail qui est moins plaisant finalement. D'après les actifs vauclusiens, depuis le Covid, à peu près la moitié nous ont fait état d'un travail moins plaisant parce qu'ils mettent en avant une diminution des relations avec leurs collègues. Ils les voient moins puisqu'ils ne sont plus au travail. Une croissance du sentiment de solitude, d'isolement, des tensions aussi qui sont plus présentes. Le fait de plus partager des pauses café, par exemple, vont accroître derrière les tensions avec les collègues ou même avec les supérieurs. Et puis aussi, on voit une intensification du rythme de travail, du fait que quand on n'est pas finalement au travail, on a du travail masqué qui va être plus fréquent. Pour autant, on a un souhait de la plupart, à peu près 8 salariés sur 10 nous ont dit qu'ils souhaitaient poursuivre le télétravail, que ça avait été instauré et qu'ils voulaient vraiment voir cette pratique perdurer à la suite du Covid, tout simplement parce que ça leur permet une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et personnelle, une réduction aussi des temps de transport et puis un environnement plus calme quand ils ont besoin, notamment chez les cadres, de produire ou d'être à des réunions en visioconférence. Et puis enfin, le télétravail, il est aussi vu par ces actifs vauclusiens comme une façon finalement de lutter contre le changement climatique, puisque pour vous donner une idée, un vauclusien fait en moyenne 38 km par jour aller-retour pour se rendre au travail. Et finalement, une journée à rester chez soi, c'est à peu près 300 € d'économie pour un vauclusien. Donc c'est aussi une bonne chose à la fois pour le porte-monnaie et pour la planète. Pour autant, comme on l'a vu au niveau national, le télétravail n'a pas que des effets positifs, puisqu'on a, donc à l'échelle de la France, un enquêté sur 2 du Vaucluse qui nous a dit faire finalement face à de l'isolement du fait de cette mise en pratique. On a aussi une croissance des inégalités professionnelles qui ont été constatées avec des Vauclusiens qui nous relatent finalement des performances professionnelles qui seraient moins remarquées lorsqu'on est chez soi que lorsqu'on est au bureau. Et puis enfin, un état de souffrance qui paraît aussi plus présent, puisqu'on a à peu près un quart de nos enquêtés qui nous ont dit être plus anxieux, plus déprimés et être faire plus face à des burn-out depuis cette mise en place du télétravail. Et puis enfin, peut-être aussi les grandes modifications qui ont eu lieu, c'est sur le mode d'habitat, puisqu'on est plus souvent chez soi et donc on va se réinterroger finalement sur là où on habite. Et donc on a des confinements qui sont venus totalement réinterroger les lieux d'habitat des salariés. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a eu quand même plus d'1 tiers de nos répondants qui ont réinterrogé leur lieu d'habitat avec une aspiration portée plus fortement vers la maison individuelle, le jardin, le périurbain. C'est majoritairement des couples qui ont eu cette envie et cette réinterrogation, avec ou sans enfants, et qui habitent aujourd'hui dans un appartement en milieu urbain. Pour autant, quand on regarde derrière les passages à l'acte, ils restent encore minoritaires. On ne peut pas parler de vraie révolution derrière en matière d'aménagement du territoire sur ce télétravail. Et puis enfin, si on se projette un petit peu à demain, comment les Vauclusiens voient l'avenir, on se rend compte que cette crise elle a quand même permis à nos actifs de prendre du recul, d'avoir une vraie introspection sur eux-mêmes pour se questionner finalement sur leur travail
travail et ce qu'ils souhaitent demain. Et on a seulement un Vauclusien sur 2 qui nous a dit souhaiter poursuivre sur le long terme le travail actuel pour lequel il était missionné. Et on a aussi une projection, comme on l'a vu à l'échelle nationale, qui reste complexe pour 75% d'entre eux, du fait toujours de l'éco-anxiété, de l'instabilité mondiale. Et finalement, c'est vraiment ces facteurs-là, plus que les peurs factuelles, comme par exemple de se dire peut-être que demain je vais perdre mon emploi, qui les empêchent de se projeter dans l'avenir. Merci. Et donc, est-ce que vous avez constaté des comportements particuliers chez les jeunes? Est-ce qu'ils ont des aspirations particulières dans ce contexte-là, post-Covid? Est-ce qu'ils font des choix de vie qui sont les conséquences de ces nouvelles conditions? Alors effectivement, on a vu des différences assez marquées chez les jeunes. Alors on s'est plutôt concentré, on va dire, chez les diplômés du supérieur, puisque c'est une enquête qui a été menée auprès de l'université. Donc on est sur un profil quand même particulier de jeunes. Mais sur ce profil-là, on sent en fait chez les jeunes une absence d'avenir pour l'homme en général, qui finalement est beaucoup plus prononcée que ce qu'on va retrouver dans la population générale. Et donc ils vont avoir beaucoup de mal à se projeter. Et cette difficulté à se projeter, elle va engendrer des comportements différents chez les jeunes, et on peut essayer de les regrouper en 3 types de comportements. Le premier, c'est qu'on va avoir des jeunes qui vont avoir un besoin beaucoup plus prononcé de travailler dans des entreprises qui vont être engagées en faveur de la lutte contre le changement climatique, la préservation de l'environnement. On a une autre partie des jeunes qui vont justement se dire qu'ils ont besoin d'avoir un métier avec des actions visibles, et vraiment cette utilité, le fait de faire un métier utile qui a émergé et de vouloir se diriger plutôt vers ce type de secteur. Et puis enfin, on a aussi d'autres, alors des fois ça peut être aussi cumulé, mais d'autres jeunes qui vont avoir une volonté plus forte d'exercer finalement un métier qui va permettre un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, et donc d'aller vers des métiers qui permettent le bien vivre avec un bon salaire, mais aussi du temps disponible, et finalement des métiers qui sont plus monétaires que des métiers passion, où on est vraiment convaincu par ce qu'on fait. Tout ça, ça a bien évidemment des conséquences, parce que ça entraîne aussi une implication dans la durée de moins en moins importante chez les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le travail ne plaît plus, finalement le jeune ne se dit pas qu'il y a des solutions, qu'il va falloir en parler à ses supérieurs pour améliorer les choses. Il va tout de suite prendre l'optique de se dire je change d'entreprise, je cherche ailleurs et j'irai trouver finalement ce qui me correspond. Donc on a cette attache à l'entreprise qui était très présente chez les générations précédentes, qui ne l'est plus du tout chez nos jeunes actuels, ou en tout cas de manière très minoritaire. Et peut-être pour conclure tout ça, on a mené donc des enquêtes auprès d'un... Et on avait une sorte de verbatim qui résumait très bien ce que cette pensée, ce changement un peu de paradigme chez les jeunes. Il nous disait qu'aujourd'hui, finalement, les étudiants se tournaient vers des métiers qui leur permettaient d'obtenir un bon salaire sans avoir de responsabilité. Il y avait vraiment ce lien entre les deux. Je veux à la fois être bien payé, mais pas avoir de responsabilité. Et donc, je vais plutôt aller vers des métiers techniques où la technique est reconnue, et c'est ça, finalement, que l'on vient payer. Et le manque de candidats, d'attache à l'entreprise qui est fréquente, finalement va les amener à changer très fréquemment de travail afin de monter en rémunération, et aussi de trouver un environnement professionnel plus proche de leurs envies, avec cet équilibre très recherché à la fois professionnel et personnel. Merci beaucoup Anne-Lise Bénard pour toutes ces informations plus précises sur le rapport à l'emploi, notamment pour les Vauclusiens et pour les jeunes. Donc je rappelle que vous êtes directrice d'études sur la connaissance et la fabrique des territoires à l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse. Restez avec nous pour la suite, et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des remarques, si vous le souhaitez. Je vais du coup maintenant laisser la parole à Souka. It's me. Bonjour Elodie. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. J'écoutais avec moi je vais bien aussi. C'est entre vous et moi. Pour faire rappel, vous êtes fondatrice et dirigeante de l'agence People In. D'ailleurs, vous l'avez fondée, vous l'avez développée. Et du coup, j'ai des questions. Quelles sont les évolutions que vous constatez chez les demandeurs d'emploi aujourd'hui ? Je vais rejoindre ma collègue juste à côté de moi. Il y a des évolutions qui sont réellement palpables au niveau des candidats. Clairement, nous on constate 5 axes d'évolution. L'axe principal, effectivement, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui va être très recherché. La quête de sens, qui va être aussi un enjeu majeur. Le salaire reste évidemment très prégnant, même si pondéré par les autres, il n'est pas toujours la priorité, où on peut faire des concessions quand on a d'autres facteurs qui prennent de la place. On va avoir la partie flexible, télétravail,
hybride, tout ce qui va concerner l'aménagement du temps de travail et en entreprise et en milieu personnel. Et enfin, le dernier peut-être que je rajouterais par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est la qualité du management, où en fait ça va contribuer tout simplement au bien-être en entreprise, mais on ne va plus accepter un management autoritaire qui va être en tout cas non expliqué, sans sens, qui ne va pas donner une vision d'ensemble aux salariés. Et ça, c'est des vraies différences. Et pour nous, en tout cas, quand on ne met pas ces informations-là sur une offre d'emploi, on part déjà avec un handicap. Très bien. Et quels sont les nouveaux types de profils chez les candidats ? Alors tout à fait en cohérence avec ça, effectivement, pour nous on le constate tous les jours et c'était déjà le cas en fait, il y a 10 ans quand j'ai fondé People In, c'est aussi d'ailleurs pourquoi j'ai fondé People In, c'est que déjà à l'époque, moi-même mon parcours était un peu atypique, on commençait à changer d'emploi, ça devenait difficilement vendable sur un CV. Bon, aujourd'hui c'est pour moi la norme, ça veut dire qu'aujourd'hui on a des profils qui changent régulièrement d'emploi, de secteur, de métier, qui se reforment, qui reprennent des études, qui se forment en ligne. Et en fait, on n'a plus de parcours classique. On n'a plus de CV type qui reste 15 ans en entreprise et qui permettent de combler une attente d'un employeur tel qu'il l'avait imaginé jusqu'à maintenant. Donc il faut que, évidemment, l'employeur repense ses attentes, mais ces profils-là, ils ont vraiment évolué, ils ont vraiment changé. Et aujourd'hui, on a des profils qui sont beaucoup plus changeants, beaucoup plus qui ont beaucoup plus évolué. En fait, on a même aujourd'hui 9 candidats sur 10, 9 personnes sur 10 qui ont changé, qui sont en train de changer ou qui vont changer de métier. Donc en fait, on ne peut plus attendre aujourd'hui d'un profil qui ait une carrière linéaire. Vous recherchez de ce qui est intéressant chez les candidats, pour vous, pour les nouveaux candidats, les nouveaux demandeurs d'emploi, mais aussi les nouvelles entreprises qui sont à la recherche. Est-ce que ça rajoute un plus-value aux employeurs eux-mêmes, de voir qu'aujourd'hui, même pour les jeunes ou les moins jeunes, de voir que les CV sont plus intéressants, sont plus enjoués, sont plus divers et variés. Et si l'expérience part sur plusieurs entreprises, par expérience, j'ai beaucoup changé d'entreprise et juste savoir quelle est la vie en tant qu'intérim, mais aussi entreprise. Alors là, ça va être très diversifié. Alors pour rappel, moi, People In, c'est une plateforme de recrutement sans CV. Donc le principe, c'est de proposer des mises en situation digitalisées. Et en fait, clairement, ça va dépendre effectivement de l'ouverture d'esprit de l'employeur, clairement, et aussi des secteurs. On a des secteurs qui sont plus avancés en termes d'innovation et qui vont être plus ouverts à des profils atypiques, qui vont même y voir un intérêt. Et on a des secteurs qui ont encore du mal. C'est encore difficile dans le milieu industriel aujourd'hui, par exemple, de s'ouvrir à des profils qui n'ont pas fait de la maintenance ou de la logistique. Oui. Et pourtant, la plupart du temps, ils sont formés en entreprise. Mais donc l'idée, c'est c'est que les employeurs repèrent ces compétences qu'on appelle des compétences transférables, en fait, qui sont finalement visibles d'un métier à un autre et utilisables d'un secteur à un autre. Et en toute transparence, c'est pas toujours évident. On fait quand même, une part d'évangélisation en fait. Donc, mais il y a des employeurs qui acceptent totalement et qui sont ouverts d'esprit et qui sont ouverts d'esprit et qui n'ont surtout pas le choix parce que les métiers sont très en tension. Sur les postes de commerciaux aujourd'hui, on est prêt à aller chercher vraiment des profils atypiques à partir du moment où on essaie de repérer un dynamisme, une motivation et une compétence, une capacité orale. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous aviez dit que les personnes changent. Ils vont changer de métier aussi. Et vous dites que 50% des métiers aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans, mais qu'il y a 80% des emplois en 2030 qui n'existent pas encore. Est-ce que ça va ajouter encore un plus-value sur l'évolution de People In ? Oui, alors, oui, il y a une étude qui démontre que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc, nous, on s'appuie là-dessus pour dire qu'en fait, à un moment donné, on ne peut pas demander à des candidats d'avoir la bonne école, le bon diplôme, le bon parcours sur des métiers qui sont de toute façon inexistants pour le moment. Donc, ce qu'il faut, c'est aller repérer les capacités d'apprentissage, les capacités d'adaptation des candidats, parce que les métiers vont changer, on le sait. Donc évidemment que pour nous, ce que ça génère, c'est simplement qu'on va avoir des tests qui vont plus facilement évaluer des capacités d'adaptation, des capacités d'apprentissage, des capacités d'organisation ou d'analyse, que du savoir. On a très peu de tests qui évaluent du savoir finalement. Oui. C'est réservé aux métiers d'expertise, mais à chaque fois, pour tous les métiers,
où finalement c'est du terrain, c'est de la vie quotidienne de tous les jours, ça passe de l'assistanat au commercial en passant par la logistique ou le chef de projet. Il n'y a jamais dans les 3 compétences prioritaires un savoir ou une connaissance, non. C'est toujours des savoir-faire, des savoir-être et du coup voilà, nous on appuie là-dessus en se disant c'est tout à fait logique puisque le métier d'aujourd'hui c'est pas le même que demain et qu'il faut que simplement vous ayez des gens qui soient capables de s'adapter. Et c'est le cas. Mais d'ailleurs, si on parle de savoir-être, savoir-faire, quels sont les nouveaux outils que vous avez développés justement pour un nouveau recrutement ? Donc je vous en parlais il y a quelques minutes. Alors pour être plus précis, donc c'est une plateforme de tests en ligne et en fait nos tests sont des mises en situation. Il existe plusieurs types de tests aujourd'hui en France sur le milieu de l'innovation RH. Il existe des tests de personnalité, il existe même des entretiens de vidéo différés ou des choses comme ça. Nous, on va vraiment proposer un cas pratique. C'est-à-dire qu'on met le candidat dans une mise en situation pour qu'il puisse répondre à un cas concret qui pourrait exister dans la vie de l'entreprise, qui peut être aussi bien passer un appel client que d'organiser sa journée, si besoin, que de synthétiser un texte ou d'écrire un mail. Enfin, vraiment, on va s'adapter aux besoins du poste en évaluant 2 à 3 compétences clés avec les techniques de l'ingénierie pédagogique. C'est vraiment du cas pratique, quoi. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Elodie d'avoir été parmi nous, d'avoir répondu à ces questions. D'ailleurs, Anne-Lise aussi. Je rappelle que vous êtes respectivement directrice d'études connaissances et fabrique des territoires à l'agence Urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse et fondatrice dirigeante de l'agence People In. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. L'entreprise SERP s'est adaptée à cette période particulière en réalisant des investissements dans des engins électriques, également en mettant des panneaux solaires dans ces agences, en développant l'éclairage LED et puis bien évidemment en développant également le télétravail pour les fonctions support. Et puis, nous sommes en train d'élaborer une charte RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, pour aller sur un côté d'environnement, de développement durable, et puis également sur le bien-être des collaborateurs au travail. C'est un développement du télétravail dont j'ai parlé précédemment principalement, et puis également au niveau du recrutement, un manque de candidatures et une volatilité des salariés et des candidats qui sont un problème conjoncturel. Et nous avons du coup dû repenser notre attractivité et notre marque employeur. Nous avons plusieurs actions pour augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux, pour développer également des partenariats en local avec nos partenaires locaux, les institutionnels tels que la mission locale, le pôle emploi, également la cellule de reclassement de l'armée qui est Défense Mobilité, et puis également les entreprises d'insertion. Nous développons également des partenariats avec les centres de formation et les centres de formation des apprentis. Nous essayons également de créer des vocations en intervenant dans les collèges et les lycées auprès des jeunes, nos futurs ouvriers du paysage ou également l'encadrement de demain. Nous recrutons également différemment. Nous avons créé un CF1 d'entreprise, SERP Formation, qui réalise de la formation en apprentissage de nos futurs élagueurs. Nous développons également notre attractivité et puis également en interne, on parlait de démarche RSE, également sur le bien-être au travail et en développant le sentiment d'appartenance des collaborateurs, en développant la communication interne, en faisant également des moments de convivialité. Et nous travaillons également sur la fidélisation de nos collaborateurs en insistant sur la formation. Donc déjà en créant un parcours collaborateur, tous nos collaborateurs encadrants ont un parcours d'intégration
Et puis, nous formons nos collaborateurs au travers de 5 jours de formation en moyenne par collaborateur par an. Nous développons également la mobilité interne. Nous sommes transparents sur les postes à pourvoir. Nous avons actuellement 137 postes à pourvoir sur toute la France, sur tous les postes. Et nous avons également créé une enquête de fidélisation pour comprendre quelles sont les attentes de nos collaborateurs. Ça nous a obligés à avoir une réflexion sur notre façon de travailler et sur les opportunités de trouver des candidats. Donc nous avons remis en question nos certitudes vraiment sur notre façon de travailler et nous avons développé l'attractivité et la marque employeur. Nous avons également insisté sur la prise en compte du bien-être des collaborateurs et puis également sur un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis également, bien évidemment, un développement du télétravail lorsque cela est possible. Ce qui a engendré à la fois une nouvelle façon de travailler, mais également une nouvelle façon de manager. Nous n'avons pas le choix. Il y a un vrai changement climatique et sociétal. Et nous souhaitons vraiment faire une chose positive. Nous nous sommes adaptés à l'évolution des mentalités, des contraintes énergétiques. Nous avons revu notre façon de travailler, de consommer, de se déplacer. Et puis, nous sommes également plus dans l'accompagnement, dans la prise en compte du bien-être des collaborateurs. Et nous avons une politique d'alternance importante, puisque nous recrutons en moyenne 100 apprentis par an. Et nous avons également une politique d'évolution interne, puisque 15% de nos encadrants sont issus du terrain. Nous reprenons donc le live aujourd'hui. Donc nous sommes aux rencontres de l'emploi et du recrutement à L'Isle-sur-la-Sorgue et nous accueillons maintenant Justine et Gaëtan. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux suivis par la mission locale du Luberon, c'est bien ça ? Oui, parfait. Et donc nous allons découvrir votre point de vue sur les changements du marché de l'emploi dans ce nouveau contexte qu'on a évoqué précédemment, donc période post-Covid, de crise écologique et de crise énergétique aussi avec l'augmentation des coûts des matières premières, etc. Donc il va y avoir différentes questions, mais c'est un échange, hein, donc n'hésitez pas à rebondir, à vous compléter l'un l'autre, il n'y a pas de souci. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour vous après la période compliquée du Covid ? Est-ce que vous avez changé dans votre démarche de recherche d'emploi ou de formation, comme on le disait tout à l'heure, selon votre... voilà, qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à vos recherches d'emploi et de formation ? Personnellement, en fait... Pendant la période Covid, j'étais à l'université, à Montpellier. Et ce qui a vraiment changé, c'était surtout le cursus scolaire. En fait, parce que quand on finit une licence, on peut faire un master. Et il y avait beaucoup de masters qui ont été refusés. Donc c'est à partir de là, du refus du master, qu'on doit vraiment se tourner vers l'emploi. Et avec une licence, moi par exemple, une licence de sociologie, c'est très très dur de trouver quelque chose. Donc c'est là, après j'ai eu la chance, avec la mission locale qui m'a accompagné, de pouvoir trouver quelque chose pour essayer de m'orienter. Mais voilà, pour moi le Covid, ça a surtout été l'arrêt des études et devoir faire sans, quoi. Et vous avez attendu longtemps avant de vous orienter vers la mission locale. Comment vous avez eu l'idée de passer par la mission locale ? C'est eux qui vous ont repéré ? Vous les connaissiez déjà ? Non, je ne les connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout la mission locale. C'est Justine en fait, qui m'a présenté la mission locale de L'Isle-sur-Sorgue et c'est grâce à elle que je m'y suis inscrit. Okay. Voilà. Ok. Merci. Et donc du coup pour vous Justine, comment ça s'est passé cette période ? Ça a été un peu pareil, c'est surtout au niveau de la formation où je me suis dit je ne veux pas faire de formation longue, il faut aller vers l'emploi assez rapidement et peut-être même plus vers des sphères professionnelles que des longues études. Donc c'est un petit peu ça, je me suis orientée du coup plus sur des formations courtes suite au Covid alors que je pensais faire des études beaucoup plus longues. Et ça, c'est lié à votre changement dans votre vision par rapport à l'emploi. Ça a déclenché quelque chose en vous, peut-être, et vous vous êtes dit que vous étiez dans l'urgence de trouver une situation. Oui, c'est ça. Ouais. C'est de se dire, bon, là, il faut peut-être y aller. La vie est chère. On n'a pas forcément le temps d'apprendre pour faire des très longues études. Et les bourses ne suffisent pas forcément non plus. Donc, aller vite vers l'emploi. Ça marche.
Et moi, j'aimerais bien rebondir, l'un comme pour l'autre, une petite question. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un employeur ? Alors moi, surtout, c'est surtout au début de l'emploi. Par rapport à l'employeur, j'attends surtout un accompagnement en fait. Parce que je peux réussir personnellement à m'adapter rapidement à ce qu'on me propose de faire, mais les premières semaines, même le premier mois, vraiment qu'on puisse m'accompagner sur le poste pour découvrir l'emploi, la cadence, etc. Ça peut arriver que le poste en question soit tellement, il faut tellement s'adapter vite qu'on n'a personne pour nous aider, on se retrouve seul et c'est très vite déstabilisant. Donc la clé d'un bon employeur, c'est de vous accompagner tout le long de votre cycle et de votre nouveau poste. Pour moi, c'est ça. Surtout sur un premier emploi, je pense. Après, on a déjà un peu plus de clés, mais là, c'est, en tout cas pour moi, un premier emploi, c'est ça aussi qui fait peur, c'est de se dire on va se retrouver dans un terrain inconnu et de ne pas avoir du tout de clés fournies par quiconque pour s'en sortir. Oui, donc vous attendez à ce qu'on vous fasse confiance, mais aussi quand même qu'on vous accompagne, parce que forcément, si vous démarrez dans la vie professionnelle, c'est assez logique. Merci. Et donc, une dernière petite question. Pour vous, c'est quoi la place du travail dans vos vies ? Est-ce que c'est, enfin là, comment vous le voyez aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt alimentaire, du coup, ou est-ce que vous nourrissez des espoirs particuliers ? Vous avez des projets, des envies ? Comment vous voyez le travail, du coup, dans votre vie ? Pour moi, il y a le travail passion, ça peut être vraiment quelque chose de positif. Après, peut-être pas au tout début, et peut-être partir d'abord sur un travail alimentaire parce que il nous faut le temps de la maturité, être sûr que c'est ce qu'on veut, peut-être avoir aussi les reins assez solides pour commencer quelque chose de plus ambitieux. Donc moi c'est comme ça que je le vois. Ouais. Par étapes. Et vous, Gaëtan ? Et pour moi, c'est en fait le travail, ça fait partie intégrante de la vie, donc il faut forcément quelque chose qui plaise en fait. Parce que l'alimentaire, si on n'a pas le choix, oui, l'alimentaire c'est sûr, quitte à même faire plusieurs boulots, etc. Mais vraiment, si on veut continuer en fait dans n'importe quel travail, pour moi il faut que ça plaise. Enfin pour moi en tout cas, il faut que ça me plaise ce que je fais, parce que sinon au bout de quelques mois, quelques ans, ça va me déprimer en fait. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, on était avec Justine et Gaëtan, donc ils sont suivis par la mission locale en recherche de formation, d'emploi. Vous êtes en plein processus de création de votre projet professionnel, en fait, c'est ça. Donc, avant d'accueillir nos prochains invités, nous allons faire une petite pause teaser. Voilà, et on va reprendre après. Merci. Parce qu'il nous faut inventer de nouvelles manières de travailler ensemble, votre forum évolue en 2023. Rejoignez-nous pour ces premières rencontres de l'emploi et du recrutement. D'abord parce qu'on ne peut pas se plaindre d'avoir des difficultés de recruter et de ne pas faire les efforts nécessaires pour rencontrer les gens ou se mettre aussi à la disposition des candidats, de se faire connaître. C'est important pour nous d'être présents localement sur notre territoire, montrer que notre entreprise existe, ce qu'elle fait. Pour rencontrer des candidats mais aussi des entreprises comme les nôtres. Présenter aussi notre métier, je pense qu'on a une idée un peu faussée des fois du nettoyage. Il n'y a pas que des agents d'entretien, il y a des chefs d'équipe, il y a des agents administratifs. Les 2 dernières éditions, on a recruté des personnes en interne sur le forum. Ça coulait pas de source, mais grâce à l'ouverture de se trouver sur un forum, de présenter l'entreprise, les gens se présentent, ils présentent leurs compétences et nous on les fait matcher avec ce dont on a besoin. Pour vous faire connaître notre secteur d'activité et puis également de quelle manière nous nous sommes adaptés à ces changements. Notre live continue. Nous recevons maintenant Madame Christine Motti, responsable de secteur pour la mission locale du Luberon. Madame Cécile Avignon-Ragonnet, responsable d'équipe Pôle emploi de Cavaillon. Et également Madame Claire Champon, directrice de la Clé des Champs. Est-ce exact ? Oui, bonjour. 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 Ensemble,
Nous allons détailler ce que les partenaires de l'emploi font localement pour accompagner les demandeurs d'emploi face à toutes ces évolutions. Et pour ça, et les questions, je passe le micro à Madame Alice. Alors donc moi je vais poser une question à Madame Avignon-Ragonnet. Non, je ne vais pas poser la question à Madame Avignon-Ragonnet, mais je vais poser une question à Madame Christine Motti. Excusez-moi, mes notes sont incomplètes. Nous avons un petit voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter, excusez-moi, les missions de la mission locale, les actions de la mission locale pour accompagner l'évolution du marché de l'emploi dans ce contexte dont nous avons parlé un petit peu avant? Alors c'est vrai que ce que l'on constate au niveau de la mission locale, c'est que le public jeune, on va prendre plus spécifiquement la tranche d'âge 18-25 ans, le constat effectivement est clair, ils n'ont plus le même rapport à l'emploi que leurs aînés. Ce qu'on constate effectivement, c'est que la crise sanitaire a réellement causé une mutation au niveau de la jeunesse à ce niveau-là. Pourquoi je parle de mutation? C'est que la vision ou la perception ou le rapport à l'emploi n'est plus le même. Le concept d'investissement inconditionnel du salarié à son entreprise a bien changé. Les jeunes sont beaucoup dans la recherche d'un épanouissement personnel, d'un bien-être au travail. Et ce sont des éléments qui sont essentiels pour eux dans le cadre de leur recherche. Alors, indépendamment de cela, ils sont aussi à la recherche du sens, d'un vrai sens dans le cadre de leur travail. Et donc, on a observé, en tous les cas, que près de 40% des jeunes, aujourd'hui, ont changé de mentalité. Et pour pouvoir, justement, faire face à cela, on essaye de s'adapter à la jeunesse, de s'adapter également aux outils qui sont utilisés pour pouvoir les joindre plus facilement. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup maintenant d'outils et de supports sont dématérialisés. Et les jeunes, on les retrouve essentiellement via les réseaux sociaux. Et donc voilà pourquoi au niveau de la mission locale, on a mis en œuvre des actions spécifiques qui sont vraiment destinées à répondre aux attentes des jeunes en utilisant justement leur mode de communication favori, donc les réseaux sociaux dont je parlais tout à l'heure. J'aurais voulu parler d'une action phare qui s'appelle Prixel, qui est une action que l'on va effectivement expérimenter cette année. Et l'idée, c'est un projet qui est destiné à mobiliser les jeunes vers le monde économique. Alors, comment procéder? L'idée, c'est de les aider à acquérir des compétences qui vont être mobilisables par les employeurs. Donc, il va y avoir une équipe dédiée qui va travailler avec notre outil de communication RDS, le réseau digital et social, et qui va être en lien avec des entreprises du territoire, des entreprises qui sont justement dans ces secteurs dits en tension, en l'occurrence l'animation, le tourisme et également la logistique. Voilà. Et dans ce cadre-là, les supports visuels qui vont être réalisés vont être conçus par les jeunes, avec les employeurs, ce qui favorise les rapprochements. Et donc, cela va permettre également de valider des compétences comportementales chez les jeunes. L'idée, c'est que ce sera l'occasion justement de pouvoir créer des supports, de pouvoir créer du contenu qui va être diffusé également sur les réseaux sociaux, ce qui permettra à d'autres jeunes de pouvoir bénéficier de tout cela. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait comme une sorte d'émulation collective et que cela permette également donc, aux employeurs de voir un petit peu de quoi nos jeunes sont capables et de pouvoir les embaucher si besoin. Voilà. Alors, indépendamment de cela, toujours dans la même dynamique, on a les CV vidéo que l'on crée également. Ces CV vidéo permettent donc aux jeunes de mobiliser leurs compétences différemment, d'exploiter leurs aptitudes autrement, et ils sont appréciés également des employeurs. Et puis, j'insisterai également sur l'action parrainage, parce que le parrainage vers l'emploi est une action que l'on mobilise pour aider les jeunes à mieux cibler les attentes des employeurs, à mieux comprendre quels sont les besoins réels du marché du travail. Et donc les parrains s'investissent beaucoup. Donc sur tous nos sites Mission Locale, on a ces parrains qui sont là, qui apportent justement leur part d'expérience et qui guident les jeunes dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup. Donc je vais laisser Souka poser les questions à nos 12 autres invités. C'est bien à moi. Cécile Ragonnet, pour rappel, vous êtes responsable d'équipe Pôle emploi de Cavaillon.
Bienvenue à vous. Merci. Et j'ai une petite question. Pouvez-vous nous parler des initiatives mises en place par le Pôle emploi de Cavaillon, s'il vous plaît? Oui. Alors, je dirais, vraiment, je vais me rapprocher des propos de Madame Motti en disant qu'on a assisté à un véritable bouleversement sur le marché du travail. Donc, vous l'avez dit, Christine, par rapport aux jeunes, mais ça fait tout à fait le lien avec, j'allais dire, l'ensemble des personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi, voire même les candidats. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont inscrites, mais on peut avoir aussi des candidats, puisque service public, Pôle emploi, s'adresse véritablement à tout le monde. Ensuite, il y a plusieurs axes par rapport à recruter autrement. On sait que par rapport à ce bouleversement, on doit aussi faire autrement, d'abord pour attirer les personnes sur des secteurs professionnels, les fameux secteurs dits en tension. Alors il existe sur le territoire de Vaucluse quand même des secteurs dits en tension comme l'hôtellerie-restauration, le transport, la logistique, les services à la personne, la santé, et on sait aussi tout le secteur de l'industrie. Bâtiment aussi qui reste un secteur à tension. Donc en fait, notre idée c'est d'arriver à rendre attractives les offres d'emploi, et là on se dit eh bien comment ? Donc on travaille énormément avec les entreprises pour pouvoir réfléchir ensemble sur le comment. Donc il faut faire découvrir les métiers. Pour ça, on travaille particulièrement avec un outil que l'on appelle les ateliers de détection de potentiel. Là, il s'agit effectivement de faire découvrir les secteurs professionnels, de travailler sur l'information sur les métiers et découvrir des vocations. Voilà. On a un outil qui est assez performant qui s'appelle Mes événements emploi, que l'on retrouve facilement, même en tapant sur les moteurs de recherche Mes événements emploi. On trouve l'ensemble des événements que l'on réalise aussi avec nos partenaires autour du marché de l'emploi. Donc, voilà. Nous travaillons aussi sur une réflexion autour du transfert des compétences. On sait que certaines personnes ont travaillé dans un certain domaine et qu'elles peuvent évoluer vers d'autres métiers. Et là, on parle de ces fameux transferts de compétences. On mène aussi une réflexion et on met en place ce que l'on appelle des viviers sectoriels. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner aux entreprises un profil le plus pertinent possible. Ensuite, nous travaillons énormément sur le volet de la formation. Nous avons aussi des outils que l'on appelle l'immersion professionnelle. Tout ça étant à disposition aussi via les réseaux. Donc, immersion professionnelle, l'entreprise peut s'inscrire comme entreprise accueillante et les personnes qui souhaitent réaliser une immersion s'inscrivent aussi comme candidats. L'idée, c'est effectivement de pouvoir créer des relations les plus fluides possibles. Et je pense que la journée d'aujourd'hui est aussi un bel exemple pour cela. Tout à fait, tout à fait. Et puis on peut voir derrière qu'il y a quand même pas mal de monde, de tout type de profil et tout type d'âge aussi. C'est important de le notifier. Une chose qui est très importante aussi, c'est les partenariats. Bien sûr. Voilà, que l'on coordonne ensemble. Je vous remercie Cécile d'avoir répondu à ces questions et de votre présence. Merci. On va passer tout de suite à votre troisième partenaire qui est Claire Champon, directrice de la Clé des Champs. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour et bienvenue. Merci. Encore une fois. J'ai bien une question pour vous. Comment la Clé des Champs répond-elle à ce nouveau contexte ? Alors, la Clé des Champs a choisi de créer une nouvelle forme d'emploi sur le territoire donc, en 2021. Sous la forme d'un chantier d'insertion qui s'appelle le Champ des possibles. Et l'objectif, puisque nous, on était spécialisés dans les missions saisonnières, notamment agricoles, c'était de proposer des contrats un peu plus longs qui permettent aux personnes salariées du coup de l'association Le Champ des possibles de travailler sur leurs projets professionnels, de faire des immersions en entreprise, de bénéficier des mesures Pôle emploi ou mission locale en fonction de leur âge pour définir leur projet professionnel à la sortie du temps de contrat qui peut aller jusqu'à 24 mois dans le chantier. Alors ça permet aux gens, en ces temps qui ont été un peu troublés, de reprendre confiance en eux, de retrouver ce que c'est que le travail en équipe, de se lever le matin, d'être utile et d'être content d'aller travailler. Et puis on a choisi aussi l'espace naturel et rural parce que la crise sanitaire fait qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitaient travailler plutôt en extérieur et qu'il y a effectivement beaucoup de travaux à réaliser en extérieur. Donc on travaille pour des collectivités, des entreprises privées, des syndicats mixtes et il s'agit de faire du débroussaillage, du nettoyage, de l'entretien des berges de rivières, tout ce qui est autour des risques incendies.
Voilà, donc une nouvelle forme d'emploi qui pour l'instant fonctionne. On verra bien la suite, hein. Tout le monde joue le jeu en tout cas. Souhaites-tu rebondir ? Est-ce que je souhaite rebondir ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a déjà pas mal d'informations. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Et voilà, on va continuer. Merci à vous. Pour s'adapter à la conjoncture actuelle, la société s'est un peu remise en question. On a revu un peu la façon de revoir les postes et la façon de recruter. On est sur une activité où on avait beaucoup de temps partiel avec des contraintes horaires, des gens qui commençaient très tôt le matin avec une coupure, reprenaient le midi avec une coupure et reprenaient le soir avec une coupure, donc une amplitude horaire énorme. On a retravaillé un petit peu sur ces points-là en essayant de lisser les horaires pour avoir des équipes du matin, des équipes du soir. On a aussi adapté un peu notre fonctionnement avec les véhicules en achetant une flotte de véhicules un peu plus adéquate et en fournissant des véhicules à nos intervenants. C'est pas forcément des remises en question, c'est surtout qu'à un moment donné on s'interroge comment on va faire pour recruter, comment on va faire pour intéresser. Donc on regarde, on pose des questions, on sollicite un petit peu toutes les associations et toutes les personnes qu'on a autour de nous. On regarde aussi ce qui fonctionne, comment on intéresse les gens, comment se positionnent les gens qu'on reçoit et pourquoi on n'est pas attractif dans le recrutement. Donc on s'adapte aux besoins des personnes qu'on a en face de nous. Déjà, on a regardé un petit peu comment on pouvait recruter. On s'est rapproché donc de Pôle emploi, des associations locales. On a fait aussi des affichages sur les bureaux. On a essayé d'intéresser. On a participé à pas mal de forums. En gros, on a communiqué. On a beaucoup communiqué. Beaucoup de communication, même si au final ça représente qu'un pourcentage. Beaucoup de bouche à oreille. Aujourd'hui, notre métier, c'est 80% des recrutements se font du bouche à oreille. Et après, tout le reste, on communique. Tout change aujourd'hui. On a un œil qui a changé. Si on regarde, nos grands-parents avaient une vision complètement différente de l'emploi que nous. Aujourd'hui, nous, on a une vision qui est différente des jeunes qui arrivent. Donc, il faut s'adapter. Si on pose la question, j'aurais tendance à dire qu'avec sa manche de courage, ça cherche beaucoup des métiers éthiques avec beaucoup de contraintes sans forcément on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut aussi pour faire marcher le pays et quelle est la marche à suivre pour fournir un effort aussi. Donc on est sur des évolutions un petit peu, ça va être à nous de nous adapter, de montrer qu'on est éthique, qu'on est socialement aussi intéressant et de revoir un peu nos valeurs et nos façons de faire fonctionner nos entreprises. C'est que déjà on a réussi aussi à faire avancer notre société, on est encore là, donc ça veut dire qu'on arrive à recruter, qu'on arrive à trouver des solutions. J'ai des jeunes qui rentrent dans l'entreprise, qui ont envie, qui sont, on va dire, fiers de porter les couleurs de l'entreprise. Donc ça montre que ça paye. Alors forcément, ça remet pas mal de choses en question, pas qu'au niveau entreprise, ça remet aussi en question la façon de voir le monde d'aujourd'hui. Il faut toujours s'adapter. Quand c'est trop tard, si on ne s'adapte pas au fur et à mesure, quand on a une trop grosse marge de décalage, on n'arrive plus à suivre le rythme, que ce soit au niveau de la concurrence, il y a des nouveaux prestataires qui s'installent, d'autres personnes qui proposent des choses qui sont plus attractives que nous. Donc c'est pour rester sur le marché, rester positionné et rester attractif à la fois pour ses clients et pour ses salariés ou ses futurs salariés. Rebonjour, on est donc de retour en direct de la salle des fêtes de l'Île-sur-la-Sorgue pour les rencontres de l'emploi et du recrutement. Donc nous avons abordé les questions de l'évolution du marché du travail et de leur impact sur le territoire en nous intéressant d'abord aux candidats et demandeurs d'emploi et également aux partenaires de l'emploi. Et nous allons maintenant nous intéresser aux structures d'accompagnement institutionnel et aux entreprises. Donc pour cela, nous recevons deux invités. Donc nous avons ici Madame Lise Bageux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service du développement économique à la communauté de communes des Pays des Sorgues et Mont du Vaucluse. Merci d'être présente. Et nous avons également Monsieur Julien Taupin, qui est co-gérant du Grand Hôtel Henri.
Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Donc on vous posera des questions après. On va commencer par une question un peu généraliste pour Madame Lise Bajeux. Donc comment la communauté de communes accompagne les changements liés à ce contexte post-Covid et aussi caractérisé par une crise écologique et énergétique? Merci. Alors tout d'abord, la communauté de communes est intervenue sur des mesures d'urgence. Donc la communauté de communes a notamment abondé le fonds Covid Résistance, qui est un fonds qui a été développé par la région Sud et la Banque des Territoires et porté au niveau local par le réseau Initiative Terre de Vaucluse. Donc la communauté de communes a abondé ce fonds à hauteur de 70 000 € afin d'accompagner les entreprises rencontrant des difficultés liées à la crise du Covid. La communauté de communes a également développé son propre fonds, le fonds Covid, qui était un fonds qui permettait de donner une subvention à hauteur du montant de la CFE payée par les entreprises en 2020. Donc ça, c'était des mesures d'urgence développées vraiment au moment du Covid. Depuis, la communauté de communes renforce son rôle de facilitateur auprès des entreprises, avec notamment, on se joue le relais des aides de l'État pour les entreprises et on accompagne les entreprises, quelle que soit la problématique rencontrée. Donc aussi bien pour les entreprises qui rencontrent des problématiques en termes de recrutement, de développement de nouveaux métiers, etc. Mais aussi pour les entreprises qui s'installent sur notre territoire. Et notamment, à titre d'exemple, on est en train de finaliser la commercialisation d'une zone d'activité, la zone Saint-Joseph au Thor. Et c'est vrai qu'on a constaté au moment des installations, notamment pour les entreprises exogènes, donc qui viennent de l'extérieur du territoire, beaucoup de demandes concernant la recherche de main-d'œuvre sur notre territoire. Donc on les a orientés vers les partenaires qui œuvrent en faveur de l'emploi et de l'insertion sur le territoire pour essayer de les accompagner au mieux et permettre une bonne installation sur notre territoire. Et après, la communauté de communes poursuit et renforce son activité d'animation territoriale avec notamment l'organisation de manifestations thématiques dont les petits déjeuners spécifiques aux entreprises, donc c'est des petits déjeuners qu'on organise à peu près une fois par trimestre, et l'organisation de ces rencontres pour l'emploi pour lesquelles nous sommes tous présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc du coup, vous accompagnez les entreprises qui ont des difficultés à trouver des candidats. Et par rapport au contexte de la crise écologique, est-ce que vous avez des dispositifs spécifiques là, dans ce cas de figure-là ? Alors la communauté de communes, pour ce dispositif-là, se fait le relais des dispositifs de l'État. Donc on reçoit les dispositifs de la préfecture qu'on transmet aux entreprises du territoire. Et si les entreprises souhaitent bénéficier de dispositifs et qu'elles rencontrent des difficultés, parce que en général on a beaucoup de PME, de TPE, PME qui nous contactent parce qu'elles n'ont pas forcément un service dédié pour répondre à ce genre de dispositifs, on peut les accompagner aussi et les mettre en relation avec les consulaires qui peuvent aussi les accompagner. Ça marche, donc il ne faut pas hésiter à aller vous voir. Donc merci Lise Bajeux, vous êtes venue donc accompagnée de plusieurs responsables d'entreprise. Donc on a ici Julien Taupin, je vais laisser Souka vous poser des questions. C'est bien moi. Bonjour Monsieur Taupin. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Comme Alice l'a bien précisé, je suis du coup accompagnée de Monsieur Julien Taupin, co-gérant du Grand Hôtel Henri à Lys-sur-la-Sorgue, bien évidemment, mais il ne faut pas qu'on oublie de la brasserie Le Grand Café de la Sorgue et de la pâtisserie Salon de thé Eugénie. Exactement. C'est exact. Donc effectivement, j'ai plusieurs questions à vous poser, dont la première, pouvez-vous nous présenter votre entreprise du Grand Hôtel Henri? Ouais, nous, on a récupéré le Grand Hôtel Henri qui était à mes grands-parents qui l'ont acheté en 1969. On a réouvert en 2015 le Grand Hôtel Henri. Donc on a 17 chambres et un restaurant gastronomique. Et en 2018, on a ouvert une pâtisserie salon de thé qui s'appelle Eugénie, juste à côté du Grand Hôtel Henri. Et l'année dernière, on a repris en gérance le Grand Café de la Sorgue. Voilà, donc aujourd'hui, on est 50 employés quand même. Et cette année, on a nourri à peu près 70 000 personnes dans la ville. Bah, félicitations. Petite entreprise. C'est un sacré nombre. C'est un sacré nombre. Et d'ailleurs, comment votre entreprise s'est-elle adaptée à toutes ces évolutions que nous avons du coup dit précédemment, hors recrutement? Bah là, on a le gros problème de l'énergie. Donc là, on est en train de travailler avec des groupes avec qui on est, parce qu'on fait partie des collectionneurs, c'est le groupe d'Alain Ducasse. Donc on travaille dessus pour essayer de bien bloquer les prix et après d'inciter tout le personnel à éteindre, parce qu'ils n'éteignent pas. Chez eux, ils éteignent, mais pas au travail, quoi. Faire les économies. Voilà, ouais. Ça, c'est important.
Qu'est-ce qui a changé dans votre approche du recrutement ? Aujourd'hui, avant, on passait plus par les gens qu'on connaissait, et puis aujourd'hui, ils arrivent de partout, les gens. Et notre gros truc, c'est Indeed, parce qu'on rayonne beaucoup dessus. Et on peut aller loin. Et après, comme on fait partie de ce groupe, ce groupe, il nous diffuse de partout après. Est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement d'une structure locale, Initiative Terre de Vaucluse, Luberon-Sorgues Entreprendre, la communauté de communes Pays des Sorgues Mont de Vaucluse et la Clé des Champs? Ouais, on leur envoie nos recherches, mais après, je pense que le gros truc, c'est sur les réseaux sociaux, et puis après, c'est les grands-mères qui voient, qui disent « Ah ben t'as vu, là-bas, ils cherchent ». De bouche en oreille, souvent, ouais, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. On est ouvert à l'année, donc on recrute, mais pas beaucoup, quoi. On recrute 3 personnes, là, pour la saison, on doit être à 3-4 personnes, quoi. Et y a-t-il d'autant plus de jeunes, malgré la période post-Covid, qui a été une grosse difficulté pour la recherche d'emploi, mais également pour les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en recevez beaucoup de jeunes qui viennent vous voir pour plusieurs postes? Ah ben là, depuis, je sais pas, je pense qu'ils sont tous en fin de droit, parce qu'on commence à recevoir beaucoup de CV depuis 15 jours, là. 15 jours, 3 semaines. Et qu'on n'avait pas depuis 2 ans, parce que moi, à l'hôtel Henri, je suis obligé de fermer le lundi, le mardi, depuis 2 ans, parce que je trouve pas de cuisinier. Et là, depuis 15 jours, il y en a plein. Du coup, vous avez le choix. Aussi, non, mais après, il faut qu'il soit bon. Oui, c'est sûr. Est-ce que vos besoins de recrutement ont évolué dans le nouveau contexte post-Covid? Sur quel poste recrutez-vous du coup? Ouais, je pense que ça a évolué parce qu'avant, il y avait des gens qui faisaient ce métier et pendant le Covid, on va dire les bons qui étaient dans ce métier-là, ils se sont réorientés. Donc, il faut retrouver encore tout un panel de gens qui se retrouvent avec qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Je vais faire serveur. L'école hôtelière, ils n'ont plus personne qui veut aller à l'école hôtelière. Cette année, ils étaient 4 en service. Donc, on a un vrai problème. Il y a eu un gros changement. Ouais. D'accord. Et comment en savoir plus sur comment en savoir plus tout court et comment vous contacter? Alors nous, principalement on nous appelle ou au Grand Hôtel Henri où on nous envoie par mail les CV. Et ici on en a récupéré pas mal quand même. D'accord. Et ils peuvent très bien venir directement en entreprise et vous le déposer. D'ailleurs souvent ça fait un autre impact quand les gens ils arrivent de suite comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne rappellent pas. Quand on les appelle, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas le jour qu'ils commencent, ou ils restent un jour, ils s'en vont. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une info qui vient de popper dans mon cerveau. Il y a une période, avec la mission locale, nous avons mis en place les CV vidéo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Non. En fait, c'est un nouvel outil, c'est une autre approche du coup de recrutement, et les jeunes ont la possibilité de faire on a eu la possibilité de faire des CV vidéo et à envoyer aux entreprises, et ça a apporté une autre approche du coup physique. Ah oui. Et du coup voilà, donc je pensais c'est très bien. Ok. Ouais. En tout cas, Monsieur Taupin, on vous remercie mutuellement, toute l'équipe, d'être venue, ainsi que Annelise, merci beaucoup. Et on se retrouve du coup pour la nouvelle entreprise, mais d'ici là, on la voit toujours pas. Donc, on attend un petit peu et on vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonjour, donc on est de nouveau en live et on accueille donc les représentants d'entreprise. Donc on vient d'accueillir notre nouvelle invitée, Raphaëlla Delamore. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Votre visage nous est familier vu que tout à l'heure on a visionné une vidéo du groupe SERP. Oui, tout à fait. Au sein duquel vous êtes responsable du développement des ressources humaines. Tout à fait. Voilà. Donc est-ce que vous pourriez nous représenter le groupe SERP, s'il vous plaît? Oui. Alors le groupe SERP existe depuis 35 ans. Nous sommes numéro 1 dans le domaine de l'élagage, 4e acteur dans le domaine du paysage. Nous sommes présents au niveau national avec 1200 collaborateurs qui sont répartis dans 38 agences. C'est une entreprise familiale malgré tout. Nous avons un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et une croissance de 15% depuis 2009, ce qui nous a valu le titre de champion de la croissance en 2023.
Bravo. Félicitations. Merci. Et donc, dans ce contexte de post-Covid, de crise écologique et de l'énergie et de l'augmentation des coûts, comment le groupe SERP s'est adapté dans peut-être la manière de travailler, dans son rapport aux clients, etc. Alors, nous avons eu une croissance record, autant au niveau interne qu'externe, ce qui nous a amené à revoir notre façon de recruter, également avec le contexte qu'on connaît. Nous recrutons en moyenne 150 collaborateurs en continu toute l'année. Et le contexte de l'emploi a eu pour conséquence une inversion de la tendance. Désormais, ce sont les entreprises qui se doivent d'être attractives et de retenir les candidats qui sont de plus en plus volatiles. Du coup, on a revu vraiment notre façon de travailler et d'attirer les candidats. Donc, on a développé notre visibilité sur les réseaux sociaux et nos offres d'emploi se veulent transparentes. Et nous développons également notre présence locale. Ça marche. Comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est métier dans les espaces verts, ça a explosé du coup, puisque les gens se sont aperçus qu'ils aimaient travailler en extérieur pendant les confinements. Donc, en changeant aussi votre manière de recruter, vous constatez une augmentation des candidatures. Il y a plus de candidatures qu'avant Alors, nous recrutons plus de monde, mais c'est extrêmement difficile de trouver des candidats. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment changé notre façon de travailler et nous avons également créé un CFA d'entreprise. Nous sommes le premier CFA d'entreprise dans le milieu du paysage. Nous avons créé donc SERP Formation qui a ouvert ses portes en septembre 2022 avec un CS d'arboriste et lagueur. Désormais, nous avons développé notre offre de formation puisque nous avons également créé des titres professionnels d'ouvriers du paysage, d'arrosage automatique, mais également de négociateur commercial et également recrutement d'apprentis qui est importante puisque au-delà des 150 postes à pourvoir en CDI, on recrute en moyenne 100 apprentis par an sur toute la France dans tous les métiers, que ce soit des métiers en production mais également sur des fonctions support comme des fonctions comptables ou en ressources humaines par exemple. Ok, donc vous avez vraiment développé une politique de formation de vos employés et futurs employés. Tout à fait. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes accompagné par une structure locale, donc par exemple l'initiative Terre de Vaucluse, on le rappelle, il y a aussi Luberon Sorgues Entreprendre, la communauté de communes des Pays des Sorgues et Mont de Vaucluse, ou encore la Clé des Champs? Alors, nous travaillons effectivement avec les partenaires de l'emploi au niveau local. De par notre structure nationale, donc on travaille avec tous les partenaires de l'emploi France entière, que ce soit les pôles emploi, les missions locales, les communautés de communes. Et puis, on réalise des job dating avec leur aide. Et puis, nous allons également à la rencontre des jeunes lorsqu'on fait des interventions dans des centres de formation dans le domaine du paysage. Et nous allons également auprès des jeunes dans les lycées et les collèges pour créer des vocations. Ok. Vous avez des nouveaux besoins aujourd'hui? Quels sont vos besoins en recrutement? Vous parliez des ressources humaines par exemple, ça c'est des choses que vous développez? Alors tout à fait, on a un service ressources humaines qui est important. Moi-même je suis accompagnée de 7 chargés de développement RH sur toute la partie recrutement et formation. Nous avons également dans le service administration du personnel 5 personnes qui travaillent dans le service en plus du responsable. Et puis nous avons principalement des besoins en production sur des postes d'élagueurs, d'assistants conducteurs de travaux, de chefs d'équipe, de conducteurs d'engins également. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir toutes les informations sur les fiches de poste et puis vous contacter facilement pour postuler à ces offres d'emploi que vous offrez? Alors, toutes les informations sont sur notre site internet serp.fr dans la rubrique recrutement.
Vous verrez l'ensemble des postes à pourvoir en CDI, en apprentissage. Et lorsque vous postulez, vous verrez tout le descriptif du poste et l'un des 7 chargés de développement RH prendra contact avec les candidats directement. Eh ben c'est parfait. Donc maintenant, vous avez toutes les informations. Vous pouvez donc rejoindre le groupe SERP. Merci beaucoup, Raphaëlla Delamore. Donc, je rappelle que vous êtes responsable du développement des ressources humaines pour le groupe SERP. Tout à fait. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Nous recevons Madame Aline Carpinetti pour l'entreprise Équipe. Oui, bonjour. Donc, je suis en charge de la partie recrutement et formation pour les agences Équipe. Très bien. On va commencer les questions. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? D'accord. Alors, Équipe voit le jour en 2017. Nous sommes situés sur la commune de Maubec. C'est un projet qui a été porté par Mickaël Nouguier, qui est lui-même issu du travail temporaire et du recrutement, et fort de 25 années d'expérience. Alors, sa volonté est d'accompagner les acteurs locaux dans les problématiques de recrutement, de formation, et également dans la montée en compétences. Il a été rejoint par Pauline Magnan sur la partie formation et recrutement et également Anne-Claire Le Goff sur la partie administrative et communication. 2 autres agences ont vu le jour ces 2 dernières années, une sur Paris et l'autre sur les Hauts-de-France. L'activité est principalement orientée BTP en réponse aux besoins et nous sommes en cours de diversification avec des ouvertures en projet concernant d'autres secteurs d'activité comme la logistique ou la restauration. Très bien. Comment votre entreprise s'est-elle adaptée à toutes ces évolutions hors recrutement? Alors, hors contexte Covid déjà et hors recrutement. Alors, Équipe était déjà dans une démarche d'accompagnement personnalisé des candidats. Notre approche étant de rencontrer, connaître des candidats et détecter un spectre de potentiel. Le CV est une première approche qui ne fait pas foi et nous nous attachons aux personnalités et aux attentes. La volonté est de valoriser les individus. Et de les accompagner dans une réflexion à l'emploi et de les faire monter en compétences si l'envie est présente. L'évolution des comportements fait que l'on doit aller plus loin pour connaître nos interlocuteurs via des mises en situation. Pour exemple, des rencontres autour d'activités sportives sont en prévision. Et rencontres au cours desquelles on peut en fait observer des traits de personnalité. Donc là, on sort du recrutement pur. On va observer des traits de personnalité et la capacité d'adaptation de chaque personne. Cette approche nous permet du coup de projeter un candidat au sein d'un environnement donné. Ensuite, au niveau des évolutions, pour parler du contexte écologique, nous sommes inscrits dans une démarche via la dématérialisation. Au niveau de nos agences et des entreprises du groupe, on va appliquer une démarche effectivement d'économie d'énergie. Nous utilisons pour l'agence un seul véhicule qui va être, qui va être partagé entre les mises à disposition des différents employés, mais c'est un véhicule partagé pour tout le monde. Et le télétravail est pratiqué au sein de notre structure et lorsque ceci est possible, nous privilégions les entretiens en visio. Très bien. D'ailleurs, je veux juste rebondir. Tout à l'heure, nous avons interviewé 2 jeunes. Oui. Et on leur a posé la question, qu'est-ce qu'ils recherchaient d'un employeur, d'une entreprise. Oui. Et la première chose dont ils nous ont dit, c'était l'accompagnement. Oui. Parce que souvent, quand ils vont quand ils vont rechercher un emploi, c'est certainement un emploi qu'ils ne connaissent pas, un secteur qu'ils ne connaissent pas et ils vont y aller, mais ils veulent un accompagnement. Est-ce que vous les accompagnez du début jusqu'à la fin? Enfin, la fin, c'est-à-dire jusqu'à faire passer des formations, jusqu'à leur faire connaître de A à Z leur poste, les accompagner, etc. Alors, on va déjà identifier avec eux leur spectre, le spectre du potentiel que eux parfois n'ont même pas identifié. C'est-à-dire on part sur ce qui a été fait, mais également sur les passions, il peut y avoir des prédispositions qui ne sont pas identifiées par le candidat. Donc déjà c'est un échange sur la partie pro, mais la partie aussi personnelle. Ensuite on va proposer des immersions
au sein des entreprises du groupe ou même de certains partenaires pour des jeunes qui n'ont pas forcément eu accès encore à des postes, mais qui souhaitent identifier un petit peu, identifier une appétence X ou Y. On va ensuite proposer des missions en intérim. On évite de faire démarrer des jeunes directement sur un poste en CDI pour ne pas être complètement bloqué, même si on le propose. Qu'ils soient dans la découverte ? Voilà, être dans la découverte, puisque via la mission intérimaire, on va être sur des missions à la semaine, donc ce qui permet de découvrir un environnement. Et puis ensuite, on pourra faire comme ceci plusieurs découvertes et valider ensuite un intérêt pour un secteur particulier. Est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement de structures locales, Initiative Terre de Vaucluse, Luberon Sorgues Entreprendre, la communauté de communes Pays des Sorgues Monde de Vaucluse, dont nous avons Lise Bageux à côté de vous. Et puis voilà, c'est tout. Est-ce que vous êtes accompagné par eux ? Voilà, oui. Alors, Michael Nouguier s'est de suite inscrit dans cette dynamique de partenariat local. Il est d'ailleurs très engagé aussi dans l'associatif sportif. Nous participons activement aux événements et réflexions organisées par la communauté de communes. Nous sommes adhérents de Luberon et Sorgues Entreprendre, car nous nous inscrivons aussi parfaitement dans cette volonté de construction d'un territoire économique durable. Nous bénéficions également de l'accompagnement de la mission locale et de la clé des champs, qui, pour exemple, nous ont mis en relation avec une candidate qui aujourd'hui s'épanouit et donne vraiment grande satisfaction chez notre partenaire Brin de Vian-Tyran. C'est également un travail de fond qui est effectué en collaboration avec le Pôle emploi, accompagné donc par Madame Dutarc et Madame Ragonnet. J'ai dernièrement participé à un atelier de détection de potentiel BTP et je tiens à signaler que nous renouvelons l'expérience le 20 mars au sein du Pôle emploi de Cavaillon. Très bien. Je vais encore rebondir. Allez-y, rebondis. Sur la question, nous avons du temps. Allez-y. Je suis passée à côté d'une info. Oui. C'est sûr que j'ai oublié. Donc ça arrive. Vu que nous avons Lise Bageux de la communauté de communes Pays des Sorgues Monde de Vaucluse, est-ce que vous avez travaillé ensemble ou pas encore dans l'accompagnement ? Alors dans l'accompagnement pur, non, mais on s'est rencontrés au cours de discussions. Il y a eu des échanges autour des problématiques d'emploi, d'accompagnement, de maillage entre les différents interlocuteurs. Et pour finir, est-ce que vos besoins en recrutement ont évolué dans le nouveau contexte post-Covid et quels sont vos postes que vous recrutez ? Vous avez du temps ? Actuellement. Oui, il nous reste 1 minute. C'est parti pour la liste notée. Voilà. Alors, donc les besoins, effectivement, se sont accrus. Alors, dans le nouveau contexte, du coup, les comportements ont changé. Avec le développement de l'auto-entrepreneuriat, les entreprises ont dû faire face à une fuite des salariés et ont dû s'adapter à la perte de ressources opérationnelles. Les salariés restant en poste ont dû faire preuve d'agilité et d'adaptabilité. Et l'urgence au recrutement, aujourd'hui, elle ne se vérifie plus uniquement sur des remplacements ponctuels, j'entends en mission de travail temporaire. Nous sommes également dans l'urgence en ce qui concerne les postes à pourvoir en CDI. Donc je parle de postes allant de l'encadrement à la production, en passant par l'opérationnel. Nous travaillons en étroite collaboration avec le groupe Néo, donc avec une 50aine d'entreprises du secteur du BTP du territoire et recrutons tout type de profil. Donc j'y arrive, nous sommes sur des profils de chef d'équipe bâtiment, chef d'équipe TP, chef d'équipe canalisateur confirmé, maçon confirmé, directeur de travaux, électromécanicien, chef d'équipe électricien dans le secteur du paysage, pour ne pas tous les nommer, assistant bureau d'études. Sur les parties plus tertiaires, voilà, on va être sur l'assistanat bureau d'études, sur la comptabilité, sur l'assistante ADV, voilà. Donc tous nos postes sont détaillés sur notre page, voilà. Mais justement, si vous parlez de votre page, oui. Comment faire pour vous contacter et pour en savoir plus ? Pour nous contacter, donc il faut retenir qu'Equipe, c'est un acteur local et partenaire au recrutement et à la formation et en montée en compétences. Là, vous nous retrouvez sur la page Equipe, tout simplement, avec toutes nos offres d'emploi, que ce soit les offres sur le Luberon, le Grand Avignon ou également pour les agences de Paris et de Carvin. Vous nous retrouvez aussi sur LinkedIn.
Voilà. Et sinon, pour nous contacter, notre adresse mail contact@i-keep.eu. Eh ben c'est parfait. Merci à vous, Madame Aline Carpinetti, d'avoir été parmi nous. C'est un plaisir. Et nous continuons cette émission avec Lise Bajeux, mais ce n'est pas moi qui l'interviewera. Mais tu peux de toute façon rebondir par la suite, il n'y aura pas de souci. On reste du coup pour une dernière question avec Lise Bajeux qui, je le rappelle, est responsable du service du développement économique à la communauté de communes des Pays des Sorgues et Mont-des-Vaucluse. Donc on vient de parler de différents secteurs professionnels. Donc on a accueilli des entreprises des espaces verts, du BTP, du milieu de la restauration. Quelles évolutions vous avez constatées au sein du territoire là ? Alors moi, je peux vous répondre à notre échelle, puisque c'est vrai que la communauté de communes est compétente en matière de développement, de création de zones d'activité sur le territoire. C'est vrai que là, on constate l'augmentation des demandes concernant du foncier pour des activités du secteur lié à la construction. Et c'est vrai que ce développement s'accompagne de projections, de recrutement. Donc c'est pour ça que c'est très important pour la communauté de communes d'accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement. Et après, concernant le secteur du tourisme, puisque tout à l'heure nous avions le représentant de l'hôtel Henri, on a pu constater en 2022 une reprise du tourisme sur notre territoire, avec notamment une fréquentation en 2022 qui est supérieure de 16% par rapport à celle de 2021 et de 9% par rapport à 2019 qui est l'année de référence hors Covid. Alors les raisons de cette reprise sont multiples, puisqu'il y a tout d'abord le retour massif de la clientèle étrangère avec la levée des restrictions, mais aussi une clientèle française qui est plus nombreuse et plus fidèle. Donc le Vaucluse est une destination qui est prisée, d'où la nécessité pour la collectivité d'accompagner les entreprises de ce secteur, et notamment dans leur recrutement, parce que n'oublions pas que c'est la main-d'œuvre qui fait tourner les entreprises du secteur du tourisme. Voilà. J'en profite pour vraiment remercier les entreprises qui étaient présentes aujourd'hui, mais aussi durant toutes ces 10 jours de rencontres pour l'emploi, puisqu'elles ont vraiment joué le jeu sur tous les temps, et notamment aussi les entreprises qui sont intervenues durant cette table ronde. On voit vraiment qu'on a organisé la semaine dernière un petit déjeuner autour justement de ces nouvelles contraintes sur le recrutement et les nouvelles pratiques, et un nouveau rapport de force entre recruteurs et candidats. Et on est content de voir que dans cette problématique, les entreprises sont quand même sont en réinterrogation constante, et elles partagent leurs bonnes pratiques pour justement essayer de fidéliser les salariés. Et voilà. Et pour notre territoire, c'est bien qu'il y ait cette dynamique aussi collective entre les entreprises. C'est parfait. Une collaboration, si je peux dire. C'est ça. Merci beaucoup Lise Bajeux d'être venue dans notre émission. Avant de poursuivre avec une dernière partie sur les structures d'accompagnement, je vous propose de nous retrouver après une petite vidéo qui va nous présenter du coup l'entreprise France Détection Service Pro, une entreprise spécialisée dans l'installation et la fabrication d'outils de détection. C'est vrai que cette période mouvante un petit peu avec notamment le Covid a dû pour les entreprises occasionner pas mal de changements, et assez rapidement, puisqu'on a été confronté à l'obligation de mise en place rapide du télétravail. Alors c'est des choses qu'on avait déjà expérimentées chez FDS Pro, mais c'est vrai qu'on a dû le mettre en place de manière rapide et pour une bonne partie du personnel. Donc ça a été une grosse source de souplesse, de flexibilité, de réactivité à mettre en place dans l'entreprise. Après, sur cette partie-là, j'allais dire, ça a confirmé une politique d'adaptation et de souplesse, notamment en matière d'aménagement du temps de travail, qui était déjà en place dans l'entreprise. Puisque FDS Pro, depuis plusieurs années, a mis en place des systèmes d'horaires aménagés qui permettent aux salariés d'avoir une plus grande flexibilité dans l'adaptation de leur vie professionnelle avec leur vie privée.
Sur l'aspect plus environnemental ou écologique, là aussi, on n'a pas mis en place des prémices écologiques ou environnementales dans le cadre de ces changements et de ces transitions-là. C'était déjà une volonté très forte de la part des dirigeants de FDS Pro, puisque depuis plusieurs années, on s'engage au niveau écologique, au niveau environnemental, à travers notamment, par exemple, l'installation de panneaux solaires sur une grande partie de nos bâtiments, ce qui démontre notre volonté écologique. Cette volonté-là, elle s'exprime aussi à travers plusieurs autres actions. On développe plutôt les circuits courts avec du partenariat local. On s'adapte également sur la partie écologique à tout ce qui est lié, j'allais dire, au transport. Puisque on a mis en place des bornes électriques de recharge pour ce type de véhicule dans la structure. On a également donc des véhicules électriques dans la structure et on a mis en place pour les collaborateurs qui utilisent leur véhicule pour effectuer des trajets domicile-travail, un forfait qui s'appelle le forfait mobilité durable, qu'on a mis en place dès la publication du décret qui le permettait, ce qui permet aux collaborateurs qui soit utilisent un moyen de locomotion durable, soit qui effectuent du covoiturage, de pouvoir bénéficier d'une indemnité annuelle qui leur est versée. Voilà, donc c'est un ensemble, j'allais dire, de mesures qui concourent à vraiment dire que l'entreprise, que la culture d'entreprise chez FDS Pro est une culture écologique, environnementale, avec toujours une certaine souplesse et une adaptation par rapport à l'environnement et aux évolutions liées au travail. Alors c'est vrai que le fait du Covid avec le développement par exemple du télétravail, ça a dû nous permettre, nous en tant qu'employeurs en tout cas, d'évoluer sur la partie, j'allais dire, confiance des collaborateurs. Puisque là on est sur une notion où on a dû mettre en place du télétravail rapidement et de se dire de fait, on n'est plus sur un système de contrôle des horaires, des collaborateurs à leur place, on est plus sur une notion, j'allais dire, de productivité, d'efficience, de performance, et qui se mesure plutôt à travers les rendus des collaborateurs et pas forcément cette notion de contrôle. Donc du coup, plus de confiance donnée aux collaborateurs, et j'allais dire cette crise aussi, on l'a vu à travers notamment des mouvements de personnel, puisque le Covid a fait beaucoup bouger cette notion-là, hein, avec pas mal de départs et d'arrivées en entreprise. Ça a dû nous permettre de réfléchir à la notion même de travail. On n'est plus sur des notions qu'on avait l'habitude d'entendre avant. J'entendais un reportage cette semaine qui disait que les nouvelles générations ne voulaient plus être esclaves, entre guillemets, de leur entreprise. Alors sans aller sur cette notion totale d'esclavagisme d'entreprise, mais on est plus sur une notion de liberté et d'adaptation aux nouvelles générations et aux générations aussi qui ont vécu ce Covid et qui veulent aujourd'hui avoir une vraie qualité de vie au travail. C'est des notions qui sont très importantes dans la société, mais qui sont toujours au cœur et en remise en question dans notre structure. Donc ça veut dire s'adapter, ça veut dire mieux cerner les besoins des salariés. Alors, chez FDS Pro, on fait beaucoup d'enquêtes de satisfaction salariée et c'est des notions qui doivent nous apprendre justement pour modifier notre politique ressources humaines à l'intérieur de l'entreprise. On a des notions de boîte à idées qui sont aussi développées, qui nous permettent aussi régulièrement d'avoir les nouvelles idées qui peuvent émerger au sein de la structure. Et donc c'est, j'allais dire, repenser la notion du travail, et c'est aussi associer plus régulièrement les salariés au changement et aux grandes interventions ou modifications qui interviennent dans l'entreprise. Chez FDS, on avait déjà
une politique de recrutement assez spécifique, basée plutôt sur les compétences des gens, moins que sur les CV. Donc ça fait plusieurs années qu'on recrute nos collaborateurs avec des sessions de recrutement. Donc en fait, on organise, on met nos annonces sur plein de sites différents. On fait aussi appel aux missions locales, Force Cadre, enfin toutes les personnes présentes sur le territoire également. Et après, donc, quand les candidats postulent, on n'a pas de tri de CV. On reçoit le plus de CV possible et on invite les candidats à des sessions de recrutement pendant lesquelles on va présenter l'entreprise. Donc il y a tout un pan où on présente vraiment de manière très précise l'entreprise, ses valeurs. On détaille le travail qui va être demandé, les missions du poste. Donc on passe vraiment un temps très important sur cette partie-là. Ça dure bien plus d'une demi-heure. Et puis après, si les candidats sont toujours intéressés pour nous rejoindre, si ça leur plaît, on fait des entretiens individuels. Donc voilà, donc ça nous permet de ne pas juger sur un CV. On peut ne pas avoir eu les expériences et avoir les compétences qu'on recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, qu'on continue de faire. On croit vraiment à ces sessions de recrutement. À côté de ça, on travaille aussi avec une société qui est une start-up d'Avignon qui s'appelle Peoplein, qui nous permet de faire également des recrutements sans CV pour tous nos commerciaux, nos ingénieurs commerciaux qui se trouvent dans toute la France. Donc là, c'est un système où il y a des questions, en fait. C'est des mises en situation des questions via un petit questionnaire qui est établi sur Internet. Et puis, ça permet après de mettre une note au candidat. Donc, c'est une note vraiment sur ce qu'il a répondu, donc sur ses valeurs, sur sa façon de faire, son travail, ses compétences, et non pas sur son CV. Et donc, après ça, c'est pareil. On a une étape de visio avant de le faire venir ici et rencontrer après les gens de l'équipe. Donc, je pense que ça nous permet d'ouvrir notre recrutement à plus de monde. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant aujourd'hui parce que voilà, on peut acquérir plein de compétences et plein d'expériences en ayant fait des choses très différentes de celles qu'on peut demander ici au sein de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu poser nos valeurs, de se mettre autour de la table avec tous nos collaborateurs pour savoir eux aussi ce qu'ils attendent de l'entreprise, ce qu'ils attendent aujourd'hui quand ils viennent au travail. On a essayé de faire un travail justement en commun avec eux pour faire ressortir les valeurs principales de l'entreprise. Qui aujourd'hui tourne autour du bien-être de nos collaborateurs, de l'écologie et de la performance, parce qu'on est une entreprise et il faut aussi qu'on aille chercher le business. Tout ce qu'on a mis en place, ça nous aide justement à être sûr que les gens qui vont nous rejoindre partagent les mêmes valeurs, qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux et qu'on soit clair et transparent. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous aussi, au niveau de notre service ressources humaines. C'est de pouvoir communiquer avec nos collaborateurs ou nos futurs collaborateurs de manière très transparente et de se dire ce qu'on attend d'eux, ce qu'eux attendent de nous et de ne pas se décevoir mutuellement. Donc ça, je pense que c'est vraiment très très important. Et puis d'aller à l'essentiel, de ne pas tourner autour du pot et voilà, de se le dire clairement. Je pense que ça, peut-être que le Covid a permis de simplifier ça et de rendre ça plus fluide et c'est très important. C'est vraiment important de s'adapter pour attirer de nouveaux talents, pour être toujours en évolution aussi. Nous, chez FDS, on aime bien le changement, l'évolution, tester des nouvelles choses, expérimenter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qu'on peut faire avec les gens qu'on a pu recruter, qui partagent les mêmes choses que nous, les mêmes valeurs. Et donc, on arrive à faire ça. Expérimenter des nouvelles choses, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. L'important c'est d'essayer, je pense. Et donc voilà, donc toute cette période, elle permet plus d'aller vers cette expérimentation et de se lancer. Nous arrivons dans la dernière partie de notre émission dans laquelle nous allons évoquer l'accompagnement des entreprises avec plusieurs invités. Nous accueillons en plateau Madame Anne-Laure Stretti-Bouscarle, directrice déléguée du réseau Initiative Terre de Vaucluse, et Monsieur Christophe Baudrier, vice-président du Luberon et Sorgue Entreprendre
et également gérant de la société Gekoit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. à vous. Merci. Comment allez-vous? Écoutez, nous allons très bien. Hein. Bien aussi, merci. Parfait. Alors, je vais commencer avec vous, Anne-Laure. Pouvez-vous nous présenter le réseau Initiative Terre de Vaucluse et votre démarche avec les entreprises? Alors, le réseau Initiative Terre de Vaucluse est le premier réseau associatif d'accompagnement et de financement de la création, reprise et développement d'entreprises. Donc, on peut retrouver sur l'ensemble du territoire national des plateformes Initiative Terre de Vaucluse qui vont accomplir ces missions. Et en fait, notre cœur de métier, c'est vraiment d'amener le porteur de projet à développer un projet pérenne sur l'ensemble du territoire. Quels sont les défis que doivent relever les TPE? Oh là là, ils sont nombreux. Mais je crois qu'aujourd'hui, une TPE doit encore plus qu'hier, être agile. C'est leur force. Je pense que les TPE ont un délai de décision qui a toujours été rapide. Mais elles s'inscrivent aussi dans des schémas qui sont encore aujourd'hui difficiles à appréhender le changement. Donc elles ont une certaine agilité dans leur pouvoir de décision, mais appréhender le changement est quelque chose de difficile aujourd'hui pour un certain nombre d'entreprises dans certains secteurs d'activité, pas forcément dans tous les secteurs d'activité. Et justement, comment on les aide aujourd'hui? Initiative Terre de Vaucluse et les différents dispositifs d'aide de l'État et également du Task Force Région Sud, si j'ai réussi. La Task Force Région Sud. Oui. Alors, on les aide de différentes manières, effectivement, en ayant un accompagnement des différentes politiques publiques, qu'elles soient régionales, départementales, voire locales, pour effectivement accompagner ces entreprises et surtout pour les financer. Puisqu'on sait que quand on développe un projet, souvent le nerf de la guerre, c'est aussi les ressources financières. Donc aujourd'hui, il existe un certain nombre de dispositifs. Alors notre outil, le prêt d'honneur sans intérêt, sans garantie, mais aussi d'autres dispositifs développés par la Banque publique d'investissement, BPI, qui vont accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de création, de reprise ou de développement. Et en fait, notre cœur de métier, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des partenaires du territoire. Et concernant le dispositif Ardent, alors le dispositif, oui, bien sûr. Le dispositif Ardent est un dispositif qui est porté par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le CNAM, Centre national des arts et métiers, pour permettre à une entreprise qui souhaite développer une activité nouvelle au sein de l'entreprise, donc une activité qui n'existait pas, une fonction qui n'existait pas au sein de l'entreprise. Donc le dispositif va lui permettre de tester l'opportunité de la création de cette fonction, de cette nouvelle fonction. Ça peut être alors un directeur administratif et financier, ça peut être un chef d'atelier, enfin c'est pas toujours voilà, des postes d'encadrement, sont aussi des postes qui peuvent être très techniques. Et en fait, l'entreprise doit définir, et c'est là notre intervention, doit définir un profil de poste qui va bien correspondre à ce qu'elle souhaite développer. Et donc nous allons proposer son projet en comité de pilotage. Le comité de pilotage va accepter ou pas le projet et la personne doit recruter une personne qui est inscrite à Pôle emploi. D'accord. Voilà. Et là, c'est un dispositif qui est un dispositif qui dure 6 mois et qui a un coût pour l'entreprise qui est de 6 000 €. Très bien. Comment vous contacter et en savoir plus sur tout ce que vous venez de me dire? Alors, c'est très simple. Il y a forcément un site internet. Donc, initiative terre au pluriel de Vaucluse.fr. Voilà, tout simplement. Ben merci à vous, Anne-Laure, d'avoir été parmi nous, d'avoir répondu aux questions. Et maintenant, nous en savons davantage. Je laisse le mic, donc ça veut dire le micro, à Alice pour la prochaine interview.
Quel rebondissement, ouais, je encore. Bon, eh bien, nous allons maintenant échanger avec Monsieur Christophe Baudrier, bonjour, qui est, rappelons-le, vice-président de Luberon et Sorgues Entreprendre, mais aussi gérant de la société Gecko It. C'est ça. Donc, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous présenter Luberon et Sorgues Entreprendre? Alors, Luberon et Sorgues Entreprendre, en fait, c'est une association d'entrepreneurs sur le territoire de l'Isle-sur-la-Sorgue et de Cavaillon. Initialement, on opérait uniquement sur le territoire de l'Isle-sur-la-Sorgue, et puis il y a 2 ans, on a fusionné avec une association cavaillonnaise qui aujourd'hui nous permet de revendiquer 200 adhérents. Donc des entreprises grandes et petites, ça va vraiment de l'entreprise unipersonnelle à la grosse PME, dans des secteurs d'activité très variés. Notre mission en tant qu'association, c'est d'accompagner en fait ces dirigeants sur, on va dire, sur une vision 360 de l'entreprise, mais en installant des thématiques qui sont prégnantes au niveau du territoire et de la période. Aujourd'hui, typiquement, on met l'accent vraiment sur la transition écologique, par exemple. On met aussi l'accent fortement sur l'emploi. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est vraiment des sujets pour lesquels ces dirigeants ont besoin d'être accompagnés pour opérer des changements, et notamment sur l'emploi. C'est vraiment là-dessus, on a des opérations qu'on mène, dont on est à l'initiative. Par exemple, on vient de signer en fait un contrat avec un faiseur pour une plateforme de covoiturage pour faciliter en fait les trajets sur le territoire pour les salariés. On fait des regards croisés recruteurs avec les bénéficiaires du RSA pour aussi aller chercher les gens qui sont distants de l'emploi et les rapprocher des entreprises qui potentiellement pourraient les embaucher, quoi. On fait aussi des réunions intra-entreprises pour acculturer en fait les dirigeants aux nouveaux enjeux de l'emploi, puisque le marché de l'emploi évolue beaucoup, surtout en ce moment. Et comme disait Anne-Laure, ces gens-là n'ont pas forcément la conscience du changement. Ils ne voient pas qu'il faut qu'ils opèrent un changement pour être encore attractifs, quoi. Donc c'est vraiment d'aller les chercher là-dessus et de leur faire entendre qu'à un moment donné, il faut se regarder dans le miroir et puis il faut reconnaître les failles qu'on a et les faire évoluer, quoi. On a aussi un événement annuel qui s'appelle Parlons Cash, qui souvent, en fait, systématiquement, va prendre une problématique et va la traiter avec un regard un petit peu disruptif. C'est notamment le cas cette année. On a un Parlons Cash en 2023 qui est sur le travail de demain, les nouvelles formes en fait, de recrutement, comment on devient attractif pour les nouvelles générations, par exemple, mais pas que. Donc c'est vraiment là notre travail au quotidien, c'est d'accompagner ces gens-là et puis sur d'autres problématiques, voilà, le juridique, le financier, les aides de l'État, etc. Voilà, ça c'est Luberon et Sorgues Entreprendre. Ça marche. Donc vous êtes quand même bien engagé dans la transition écologique, mais aussi sociale, parce que vous avez des solutions très concrètes, vous faites se rencontrer les gens. C'est vraiment les 2 plus gros sujets actuellement. Parce que la transition écologique, voilà, on n'a pas le choix que de se mettre en marche, je dirais. On est déjà bien en retard, donc il ne faut pas rater le premier train. Donc là, on a vraiment des industriels qui se mobilisent. On mobilise avec eux des experts qu'on diligente pour mener des expertises mutualisées. On essaye de mutualiser aussi, de ne pas refaire le même travail 12 fois, quoi. Donc là, on est un peu le pivot de ces choses-là pour amener aussi les industriels du territoire à favoriser à ce que le territoire développe une économie qui soit pérenne, en fait, tout simplement, quoi. Et sur l'emploi, c'est des problématiques qui sont anciennes, parce que la problématique de l'emploi a toujours existé. Alors, elle s'est un peu inversée aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avant, finalement, c'était les personnes qui avaient du mal à trouver du travail. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui ont du mal à trouver des collaborateurs. Donc ça, c'est un sujet assez pointu et pour lequel, je le redis, le dirigeant n'a pas forcément appréhendé le changement qui est opéré en face. En fait, les demandes des individus ont évolué par rapport au travail et il faut que les gens en prennent conscience et qu'ils arrivent à assimiler ces changements dans leur structure, dans leur organisation, dans leur process et dans leur façon de faire, en fait. Pardon. Non, je vous en prie, allez-y. Et du coup, donc là, vous avez remarqué, vous, des initiatives intéressantes en particulier chez certaines entreprises qui ont pris conscience justement de ces nouveaux enjeux? Alors ça, je dirais que dans le Vaucluse, et pas que, parce que je ne voudrais pas non plus focaliser que sur le Vaucluse, c'est des changements qui se font lentement. Il y a quelques entreprises qui ont compris ça très vite, qui sont mobilisées très fort,
qui ont opéré des changements fondamentaux et qui répondent parfaitement à la demande. La grande majorité des entreprises n'en sont pas encore du tout là. C'est-à-dire qu'ils sont encore ils sont encore un peu dans la sidération. C'est-à-dire quand on leur dit ça va être la nouvelle réalité du travail, ils ne comprennent pas. Ils disent mais comment ça se fait, j'ai raté un train quoi. Bah oui. Dans le déni un petit peu. Ouais, dans le déni complètement. Donc là l'idée c'est de vraiment faire sauter les freins historiques. Et du lâcher prise en se disant ok maintenant il va falloir y aller de toute façon si tu veux pouvoir sourcer tes postes là, il va falloir de toute façon faire des changements quoi, et pas que sur le papier hein, il faudra que ça soit suivi d'actes parce que moi j'ai une société d'informatique, dans les gros faiseurs SN en fait entreprise services numériques, on a beaucoup de discours mais ils sont pas suivis d'actes. Et ça, les gens sont pas idiots. C'est-à-dire qu'ils le voient assez rapidement quand ils rentrent dans les sociétés. Donc c'est vraiment d'avoir un discours qui soit aligné derrière avec qui soit cohérent des actes. Qui soit cohérent vraiment avec l'identité de l'entreprise, ses manières de travailler, le respect du collaborateur. Voilà, faut pas que ce soit du fake, hein, sinon ça marche pas du tout. Puis les choses vont évoluer même dans 10 ans et si on fait pas les choses dès maintenant, on peut avoir des répercussions si. Mais on les a déjà en fait. Hein. Et oui, c'est vrai qu'on les a déjà. Mon entreprise aujourd'hui. Le marché de l'informatique est un marché en tension, un marché de l'emploi en informatique. Il manque 80 000 informaticiens aujourd'hui en France. C'est très compliqué de faire venir des profils, d'une parce qu'ils se sont mondialisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des gens qui sont basés en France, qui bossent pour les États-Unis ou qui bossent pour l'Asie. Donc là, nous on opère sur, on va dire, PACA. On est localisé dans le Vaucluse. Il faut vraiment qu'on soit créatif pour faire venir ces gens-là et les faire rester surtout. Parce que les faire venir, c'est bien. C'est le plus important aussi. Mais il vaut mieux arriver à les garder. Donc par rapport à ça, nous, l'option qu'on a prise, c'est vraiment de travailler sur le respect du collaborateur. Parce qu'au niveau financier, moi, dans mon secteur d'activité, je ne peux pas me battre avec des très grosses boîtes. Hein, Capgemini, Steria, des gens où ils sont 400 000, 500 000. Les salaires sont complètement hallucinants. Donc on va se battre sur un autre terrain qui est le terrain de l'individu et du respect de l'individu, du respect du temps pro, du temps perso, de la liberté, de l'autonomie, de la reconnaissance des expertises, de l'avis, ni plus ni moins, que de prendre l'avis des collaborateurs, l'écouter, l'entendre et éventuellement opérer des changements par rapport à ça si l'avis est partagé. Donc c'est vraiment de mettre une organisation en mode horizontal. C'est-à-dire que moi je ne me considère pas comme un chef en fait. Hein. Je suis un des engrenages de l'organisation. Je n'ai pas de titre de chef. Je suis indispensable, mais comme mon technicien qui prend les utilisateurs au téléphone. Je veux dire. Voilà. C'est des nouvelles visions de l'organisation du travail et on espère que de plus en plus d'entreprises vont pouvoir mettre en place ces changements. Mais il faut les accompagner pour ça parce que il y a des prises de conscience qui n'ont pas été faites encore. Et vous êtes là avec votre structure du coup, Luberon et Sorgues Entreprendre notamment pour les accompagner. On va arriver à la fin de l'émission. Du coup, c'est passé très vite. On vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir répondu à notre question et d'être venus présenter vos structures. Donc on rappelle qu'on était en présence de Anne-Laure Stretti-Bouscarl, directrice déléguée du réseau Initiative Terre de Vaucluse, et de Christophe Baudrier, vice-président de Luberon et Sorgues Entreprendre, mais aussi gérant de la société Gecko 8, dont on a peu parlé, mais on espère qu'on aura d'autres occasions. Donc nous allons nous retrouver pour une conclusion de l'émission juste après ça. Parce qu'il nous faut inventer de nouvelles manières de travailler ensemble, votre forum évolue en 2023. Rejoignez-nous pour ces premières rencontres de l'emploi et du recrutement. D'abord parce qu'on ne peut pas se plaindre d'avoir des difficultés de recruter et de ne pas faire les efforts nécessaires pour rencontrer les gens ou se mettre aussi à la disposition des candidats, de se faire connaître. C'est important pour nous d'être présents localement sur notre territoire, montrer que notre entreprise existe, ce qu'elle fait. Pour rencontrer des candidats mais aussi des entreprises comme les nôtres. Présenter aussi notre métier, je pense qu'on a une idée un peu faussée des fois du nettoyage. Il n'y a pas que des agents d'entretien, il y a des chefs d'équipe, il y a des agents administratifs. Les 2 dernières éditions, on a recruté des personnes en interne sur le forum. Ça coulait pas de source, mais grâce à l'ouverture de se trouver sur un forum, de présenter l'entreprise, les gens se présentent, ils présentent leurs compétences et nous on les fait matcher avec ce dont on a besoin. Pour vous faire connaître notre secteur d'activité et puis également de quelle manière nous nous sommes adaptés à ces changements.
Nous arrivons à la fin de notre émission en direct de la salle des fêtes de l'Isle-sur-la-Sorgue ce jeudi 9 mars 2023. Et en plus, j'ai remarqué à la salle des fêtes des rencontres de l'emploi, du recrutement, ça ne veut absolument rien dire. En tout cas, j'espère que vous avez bien visionné notre live. Merci à tous du coup de nous avoir encore regardé. Cette émission sera disponible sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager. Et d'autres lives seront à l'appui. Et j'espère également, et on espère tous, l'équipe technique, que vous ayez passé un bon moment avec nous. Nous serons donc disponibles sur YouTube. Sur quelle chaîne, rappelons-le, Je me souviens plus. De la mission locale du Luberon. Voilà. Merci à beaucoup. Bonne journée. Au revoir.